Salut Agathe, bienvenue sur le podcast Sauce Secrète. Bonjour. Alors ici on est chez toi. Je sais pas si on voit la caméra, mais on est à Tokyo parce que tu vis à Tokyo depuis maintenant Tout à 5 ans. fait, tout à fait. Et donc ta vie tourne autour de l'écriture, de la communication, mais pas que. Bon, tu vas nous en parler. La première question que j'avais envie de te poser, en tout cas le premier thème que je voulais aborder, c'est le fait de faire des choix de vie non conventionnels. J'ai vu dans ton parcours que tu as un parcours qui est assez international. Tu es parti à l'étranger plusieurs fois dans plusieurs pays. Aujourd'hui, tu vis au Japon depuis 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé à Tokyo, pourquoi Tokyo, et nous parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes? Plein de choses à dire. Bah, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Oui, je me suis retrouvée à Tokyo pour déjà bon, une raison principale, l'amour. Voilà, mon mari est japonais, c'est ce qui m'a d'abord amenée ici. Mais comme tu l'as précisé, voilà, j'ai vécu aussi dans d'autres pays à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et j'ai la chance d'avoir eu pas mal de projets dans ma vie professionnelle qui m'ont amenée à l'étranger et à avoir une expérience voilà, à l'étranger. Et donc, il y a eu cette opportunité pour nous de revenir ici. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, je vais pouvoir découvrir un autre univers professionnel, mais dans mon domaine. Donc, continuer en fait ma carrière, mais ailleurs. Donc, j'ai vu ça comme une super aventure. Et comment ça a démarré? Qu'est-ce que tu as fait après tes études et comment tu t'es Mm. retrouvé à partir à l'étranger? Alors en fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Donc moi, ça a toujours été l'art, l'art contemporain spécialement. Donc c'est toujours ce qui m'a intéressée. Et d'abord, j'ai démarré ma carrière à Paris et avec plusieurs projets, principalement en France. Euh, et pardon, avant de démarrer ma carrière, j'ai fini pendant mes études. J'ai fait un break qui m'a permis de partir faire un service volontaire en Bulgarie. Donc j'ai eu une première expérience à l'étranger en Europe et une deuxième expérience aux États-Unis pour mon master. Donc voilà, déjà ces deux expériences m'avaient donné cet appétit pour découvrir un peu le monde et découvrir aussi d'autres scènes artistiques. Et puis aller à la rencontre voilà, d'acteurs de mon domaine, mais à l'étranger. Et puis, en fait, c'est quand même un milieu qui est très cosmopolite, notamment à Paris. On rencontre toujours des gens qui viennent de partout, qui ont des parcours de vie très intéressants. Donc, pour moi, c'était un peu la continuité de cette vie-là. Et t'as eu envie tu t'es dit, ah moi je veux faire ma vie à l'étranger? Ou est-ce que c'est plutôt une expérience qui en a conduit une autre et en fait il se trouve qu'à un moment tu t'es retrouvé à faire 5 ans au Japon et même plus à l'étranger? En fait, moi, j'ai toujours été intéressée par l'étranger. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ces expériences en Bulgarie et aux États-Unis. Mais très tôt, moi, j'avais cette volonté de voyager qui m'a été transmise un peu par ma famille. Mes parents avaient aussi vécu un peu à l'étranger. Donc, j'ai fait, pour remonter très loin, j'ai fait un bac européen, histoire de l'art. Donc, c'était des cours d'histoire de l'art en anglais, par exemple avec voilà, cette possibilité de partir en Angleterre, étudier, faire un séjour d'études sur l'histoire de l'art en anglais. Donc, c'était vraiment une volonté de ma part d'aller voir un peu comment ça se passait ailleurs. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu les prémices aussi du projet que j'ai développé ici. C'est que j'ai toujours eu cette association entre voyage et découverte artistique. Donc très tôt, même de moi-même, avec mon sac à dos, j'ai commencé à voyager. Alors d'abord, pas très loin de chez moi, hein, on démarre pas loin, mais à découvrir quels sont les endroits de production d'art contemporain, quels sont les acteurs, où sont-ils, que aller voir, quels sont les super musées, les super lieux, les super centres d'art, et comment se pratique cet art et se vit cet art ailleurs. J'ai eu des blogs, j'ai eu, à travers ces blogs, j'ai fait des interviews aussi de professionnels de l'art. Et puis, en fait, beaucoup de gens aussi, quand ils voyageaient eux-mêmes, des collègues, des amis, me demandaient ah, mais je vais à New York l'année prochaine, qu'est-ce que je dois voir absolument? Je vais à Londres, dis-moi où est-ce que je dois aller? Et puis, j'essayais comme ça de regrouper toutes ces infos. Et voilà, on va en parler. Et ça a amené vraiment ces deux passions du voyage, de l'art, mais aussi de la médiation, de la communication
et d'échanger avec les autres. C'est ce qui a évolué à travers toute ma carrière et qui m'a amenée en fait aujourd'hui au Japon et à ce que je développe maintenant sur place. Et du coup, comment est-ce que la communication s'est greffée là-dessus? Parce que c'était pas vraiment ton métier de base, t'as pas été formé en communication, si j'ai bien compris. Ouais, Donc, exactement. comment est-ce que pourquoi t'as raccroché ça, par ailleurs? Ouais. Et parce que c'est pas, souvent, les métiers artistiques et la communication, c'est pas forcément des choses qui s'apprécient. Enfin, tu me diras si je me trompe. Et donc, t'as réussi à faire un mélange assez original, je trouve. Mm. Donc, ouais, comment Merci. c'est venu? Oui, en fait, ces métiers-là, comme tu le dis, des fois, c'est des métiers qui sont un peu cachés, un milieu qui parfois a cette image quand même un peu élitiste, un peu, voilà, Un peu snob. un peu Ouais. snob, tout à fait, que j'essaye que j'essaye un peu d'ouvrir. En fait, moi, j'ai toujours voulu, très jeune, en plus, je savais même pas encore comment ça s'appelait. Je me rappelle avoir été au musée étant, je sais plus si c'était collégienne ou lycéenne. Et j'ai demandé au personnel du musée, mais c'est quoi ce métier pour être la personne qui est entre l'art et le public? Qui je dois être pour pouvoir être ce lien entre les deux? Donc, c'est là qu'est arrivée la médiation. Et donc, moi, je suis rentrée un peu dans le milieu grâce à donc, mes études en histoire de l'art et que j'ai ensuite spécialisée en médiation. Donc, la médiation culturelle, c'est toutes ces personnes qui font le lien, qui permettent de comprendre les œuvres d'art et que ça soit par des idées, par des ateliers, aussi bien dans les espaces d'exposition, mais aussi en allant dans les écoles, en allant dans les différents lieux à la rencontre des publics. Et la communication, en fait, c'est une autre manière finalement. C'est une extension de faire de la médiation, parce que la communication, c'est attirer les publics, c'est venir partager l'information de ce qui se passe, d'une programmation, d'artistes. Donc en fait, pour moi, c'était un tout. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que aussi bien la médiation et la communication, on adapte tout le temps le discours en fonction de son public. Donc en fait, il faut savoir à qui on s'adresse et adapter son discours, adapter le message, parce que le but, c'est de faire en sorte que la personne comprenne, ou en tout cas puisse faire l'expérience de l'art et se sente à sa place. En fait, c'est ce que on me disait. Des fois, le milieu de l'art, ça peut avoir un aspect un peu élitiste. Donc, je trouve important finalement que chaque personne se trouve à sa place et puisse passer un bon moment déjà, et puis y trouver soit des réponses, mais ou une expérience, quelque chose qui va la sortir de son quotidien, l'intéresser. Ok, hyper intéressant. Et donc là-dessus, en termes de métier, en termes de compétences, qu'est-ce que ça donne concrètement? Sur quoi tu te formes? Comment tu transformes cette envie de je veux communiquer l'art à ok, je bosse dans la com, dans l'art? Alors, je prends souvent l'image du couteau suisse pour ces métiers-là, parce que c'est des métiers où en fait, la com, la médiation, le milieu de l'art, c'est pas toujours un milieu où il y a beaucoup de moyens. Alors après, ça dépend si on est dans le côté marché de l'art, si on est dans le côté public. Mais donc du coup, il faut savoir faire pas mal de choses différentes et s'adapter beaucoup. Et en fait, le meilleur moyen pour savoir finalement où est-ce qu'on va trouver sa place, c'est de faire des expériences, c'est de tenter, de travailler, de faire différents postes, de faire différents projets, de réaliser des choses, des premiers projets. Moi, j'ai commencé, j'étais ado, j'ai monté un projet dans mon musée, avec le musée local dans ma ville, où je m'occupais d'enfants dans un centre aéré. Et j'ai contacté le musée, j'ai dit j'aimerais emmener les enfants faire une visite guidée. Donc j'ai rédigé, l'écriture démarre. Et j'ai rédigé ma visite guidée sur les pièces du musée. J'en ai parlé au musée et j'ai dit voilà, est-ce que je peux venir avec les enfants du centre aéré? Oui, venez, bien sûr. Et donc, le premier projet s'est démarré comme ça. Pour dire vraiment dans Le les niveau zéro, prémices, ouais. niveau zéro, quoi. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à n'importe quelle étape, on peut imaginer des choses et on peut tenter des choses, en fait. Voilà, si je réponds à la Ouais, question. t'as un truc que moi j'aime beaucoup dire, c'est oser faire des choses. Oui. Et au début, ce sera pas terrible. Au début, ce sera pas Oui, c'est le ça. projet du siècle, ce sera C'est pas ça. révolutionnaire. Par contre, c'est un premier pas qui fait que, ok, il se passe des choses, j'ai des choses à montrer, je Exactement. rencontre des gens, et ça crée un mouvement qui va me conduire plus tard à d'autres opportunités, quoi. Tout à fait.
Et du coup, en termes de pareil, de métier, d'expérience, à quel moment est-ce que tu mets réellement un pied dans, tu es payé pour faire de la com dans le milieu de l'art? Alors, moi, j'ai eu un premier travail, donc j'ai fini mes études, j'ai fait un master pro et j'ai eu un premier poste, dans un centre d'art et en fait, ce que la communication et la médiation, c'est quand même tellement proche que et encore une fois, dans le public, il y a pas toujours beaucoup de moyens. C'est souvent un poste où c'est, en un seul poste. Donc moi, mon premier Mm. poste, c'était médiation, communication, relations presse et tout. Donc, il faut savoir aussi bien analyser les œuvres que pour s'adresser à des scolaires, à des familles, à des adultes, à des étudiants, à des professionnels, mais aussi bien à des professionnels qui viennent voilà, découvrir et faire une visite guidée à n'importe quel type de public, mais aussi euh, adapter son discours à des journalistes et pouvoir bah, pas vendre, mais le vendre, peut-être le terme est un peu fort, mais en tout cas défendre l'exposition auprès de journalistes et expliquer quel est l'intérêt de cette exposition, pourquoi elle est unique, pourquoi les pièces sont intéressantes, quels sont les angles selon les médias pour lesquels ils travaillent, quels sont les angles qui pourraient les intéresser, ou les chiffres qui pourraient les intéresser, ou le média, enfin le médium de l'artiste, voilà, tous ces éléments qui vont permettre d'accrocher l'intérêt du journaliste pour qu'ensuite on ait des articles Mm. derrière qui défendent et qui viennent attirer du public, encore une fois. Mm. C'est une forme de copywriting en fait, hein, attirer J'imagine. l'attention. Oui, Ouais. c'est ça. Euh, et donc ça, ces expériences-là, combien de temps elles durent? Combien de temps ça te prend de passer de je bosse dans l'art en tant que salarié Mhm. et à quel moment tu te lances en tant qu'indépendante, consultante, freelance? Alors en fait, ça arrive assez vite. Donc j'ai travaillé en centre d'art et en travaillant en centre d'art, en fait, dans le milieu de l'art, beaucoup de gens ont finalement plusieurs projets en même temps. Et ça arrive que des gens soient directeurs d'institutions et en même temps commissaires indépendants. Donc commissaires, c'est les personnes qui vont organiser des expositions, sélectionner des artistes, par exemple. Et donc, moi, dans mon travail, j'ai eu l'opportunité de faire une première mission de freelance en tant qu'attachée de presse, enfin en relation presse, en parallèle de mon premier poste. Donc moi, ça arrivait très tôt, après mes études, parce que c'est des gens qui ont vu du coup mes compétences sur le terrain et qui se sont dit ah ben moi ça m'intéresse, elle sait faire, elle a déjà les contacts, elle a déjà l'expérience, donc allons-y. Après, je me suis lancée en full time, enfin en indépendante totale, euh, en 2017 ou 2018, je dirais, une fois que je me sentais, euh, on va dire, à l'aise avec l'idée de lâcher toute structure derrière moi Ouais. et que j'avais assez de projets qui me permettaient de pouvoir le faire sereinement. Et à ce moment-là, t'es en France ou t'es déjà à l'étranger en train de vadrouiller un peu? Alors à ce moment-là, je suis en France, mais j'ai des projets à l'étranger. Donc c'est à la moitié vadrouille et à la moitié France. Et puis après, donc quelques années après, 2, 3 ans après, je commence à partir au Japon. Donc je fais un ou deux allers-retours et très vite le Covid arrive et où là en fait, moi j'ai eu de la chance dans cet événement tragique, c'est que toute mon activité était en ligne, les espaces Mm. d'exposition étaient fermés et donc j'ai eu énormément de demandes de la part de professionnels du milieu de l'art pour faire de la création de contenu et de l'accompagnement pour pouvoir justement imaginer des stratégies qui soient à la croisée entre de la communication, du marketing hein, et de la médiation et du contenu éducatif. Donc j'avais vraiment cette croisée des savoirs qui me permettait de répondre à une demande parce que toutes les salles d'expo, voilà, comme je disais, étaient fermées. Donc les gens étaient en ligne et il fallait quand même faire vivre cet art en ligne. Tu peux nous donner un exemple concret de mission, sans forcément citer le client si t'es pas à Oui, bien l'aise, mais sûr. de mission concrète qu'on t'a demandé en termes de livrables, en termes de ce qui est attendu par le client pour qu'on puisse se rendre compte de ce que tu délivres. Alors, par exemple, attends, il faut un petit moment pour réfléchir. J'essaye de penser en termes de différentes échelles Ouais. aussi. Euh, hmm, Sur quelque chose de la
en termes de durée, par exemple, sur un client pour qui je vais travailler longtemps, à cette époque, en tout cas, c'était une stratégie totale de conception, d'une stratégie de communication et, entre guillemets, contenu éducatif qui est transversale à multiplateforme, voilà, Ok. qui est du coup éditée, construite en parallèle avec les équipes de la programmation, le contenu scientifique, etc. Et là, on est sur plusieurs mois et c'est aussi bien de la conception de calendrier éditorial, mais aussi de contenu. De contenu, vidéo, écrit, euh, voilà, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est pour un contenu type long qui peut durer plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Pour un contenu plus court, on va avoir de la formation. Par exemple, j'ai accompagné une galerie dans la formation de leur équipe à qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour une galerie, pour mettre en valeur aussi bien les œuvres, mais aussi, pareil, essayer d'imaginer un contenu qui soit à la croisée, qui soit pas que du contenu promotionnel, mais qui soit du contenu quand même un peu plus éducatif et qui permette de faire vivre la galerie en ligne pendant que tout est fermé et même après par la suite. Là l'idée aussi, c'était de leur donner les clés pour que eux puissent prendre la main après l'accompagnement. Et donc, toi, ça veut dire qu'en termes de format, tu es polyvalente sur de la vidéo, du texte, enfin, de l'article, du réseau social, tu fais du Insta, tu fais du LinkedIn, peut-être du Facebook. Tu es capable de prendre tout ça en charge et c'est aussi ce pourquoi tes clients viennent te voir? Ou est-ce que eux, ils veulent un canal particulier et ils cherchent quelqu'un pour le faire? En fait, c'est là que c'est là que l'intérêt d'être consultante en communication prend aussi le dessus. C'est que des fois, on a des clients qui viennent et qui nous disent, bah voilà, moi je veux être partout, Ok. je veux du contenu Hmm. partout, je veux doubler mes followers partout. L'engagement, ils savent pas forcément ce que c'est. Donc même avant de comment dire, de dire ok, c'est parti, je serai partout, je vais tout faire pour vous et tout va bien. Euh, il y a un peu et ça je le précise avant qu'on démarre à travailler ensemble, je leur dis d'abord, en premier, on va faire un audit ensemble et on va réfléchir à quels sont réellement vos besoins parce qu'il y a ce que vous imaginez, ce dont vous avez besoin et il y a la réalité. Et en fait, si ça se trouve, bah, les personnes que vous voulez toucher, bah, elles sont peut-être pas sur Instagram ou elles sont peut-être pas sur LinkedIn ou ils sont peut-être sur YouTube ou dans votre Hmm. newsletter. Donc finalement, votre contenu, ce que vous imaginez sur telle plateforme, c'est peut-être une perte de temps et de moyens également, du coup, que de se focaliser là-dessus. Donc, il y a quand même un gros Hmm. travail pédagogique. Hmm. Et j'ai tendance à refuser les clients qui ne veulent pas passer par ce chemin-là. Ok. Et je pense que c'est important euh, parce que sinon tout le monde perd du temps en fait. Si tu prends du temps pour bien définir ta stratégie, pour bien savoir à qui tu t'adresses, où tu t'adresses, ce que tu dis, le message, etc. Mais que finalement, le client dit non, 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 moi je veux Instagram, moi je veux Instagram. Mais que enfin, tu le fais du coup parce que c'est ce qu'on te demande. Hmm. Mais bien sûr, les résultats sont là parce que tu avais dit bah non, c'est pas là que votre cible est. Bah, tout le monde est déçu. Ouais. Ça fonctionne pas. Tout le monde a perdu du temps. Ça se passe généralement pas dans une bonne ambiance du Hmm. coup. Donc après voilà, tout est amené de manière diplomatique dans l'échange et dans Bien la sûr. bienveillance Ouais. quoi. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, sur le podcast, j'ai beaucoup des freelances et c'est un peu, d'ailleurs, ce que je prône aussi, c'est tu vas te positionner sur, tu as un type de compétence ou un canal et tu vas devenir, par exemple, le ghostwriter LinkedIn dans telle thématique. Toi, tu prends un pas de recul et avant même de parler de canaux, de formats, tu te positionnes comme consultante et donc tu vas naturellement attirer des gens qui veulent une réflexion plus high level et qui veulent être accompagnés dans leur stratégie de réflexion et dans également le qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on décide ce qui est pertinent ou pas. Mm. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un choix que tu as fait dès le départ. Euh, En fait, je pense que c'est plutôt un choix qui s'est établi au fur et à mesure des clients que j'avais, des missions que j'avais, parce que je me rendais compte que c'était un réel besoin et que de toute manière, je le faisais en fait, entre guillemets, de mon côté. Mm. Euh,
et que j'expliquais au fur et à mesure aux clients. Mmh. Et je me suis rendu compte, en fait, que plus j'intégrais le client à cette, à cette réflexion, plus les objectifs étaient réalisés et les résultats atteints. Euh, donc, pour moi, c'était important et parce qu'en fait, tout le monde s'imagine, enfin, les gens pensent réseaux sociaux, contenu, voilà. Mais en fait, ça, c'est la dernière étape. Ouais. C'est la Mmh. dernière étape. Il y a toute la partie réflexion avant qui est hyper importante. Et ce que j'adore vraiment aujourd'hui, c'est toute la partie stratégie, accompagnement. Et la partie création de contenu, finalement, elle arrive vraiment tout à la fin. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont un peu effrayés par la création de contenu ou qui sont, voilà, c'est une grande montagne, c'est un grand mot, on a un peu peur. Et en fait, ils ont peur parce que c'est pas clair. Et pourquoi c'est pas clair? Parce qu'il n'y a pas eu tout ce travail de réflexion avant. Et une fois que tout le travail de réflexion a été fait, ben, en fait, tout s'éclaircit et les idées fusent. Et donc, finalement, ils ont de plus en plus d'idées sur des sujets, des thématiques à aborder. Et en fait, moi, j'arrive à ce moment-là avec les outils pour concevoir un Mmh. calendrier éditorial, les thématiques, comment finalement voilà, créer son contenu en termes pratiques. Et là, ils se disent, ah ben c'est bon, là, on a tout, c'est bon, on a tous les éléments en main, tout va bien. Voilà. Et la question du coup qui me vient, c'est est-ce que ce sont les clients qui viennent te voir ou Mm. c'est toi qui fais l'effort d'aller les chercher avec de la prospection par exemple ou du réseautage? Alors, c'est les deux. C'est les 2. Comment expliquer? En fait, beaucoup, donc l'accompagnement, stratégie, communication et cetera, ça, c'est une partie, de ce que je fais. Donc voilà, aujourd'hui, l'écriture, on pourra en reparler ou je veux peut-être, Vas-y, vas-y. OK. Donc moi, j'écris, en tant que journaliste, sur le milieu de l'art. Et ça, c'est l'écriture vraiment, on va dire, passion, parce que c'est de l'analyse sur la scène de l'art ici, et je rapporte sur les grands événements de l'art, surtout principalement l'art contemporain, mais le milieu professionnel de l'art également, parce que c'est fascinant, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est la partie vraiment écriture. Et à côté de ça, j'ai une entreprise, donc c'est une agence culturelle qui s'appelle Iquar Discoveries, et on fait la présentation, voilà, encore ce lien de la création contemporaine au Japon, aux audiences plutôt étrangères, mais que ce soit aussi bien des amateurs d'art et de culture que des professionnels. Et donc, ça passe par encore finalement de l'écriture, parce qu'on fait des visites guidées, on fait de la création d'expériences, et donc tout ça, c'est du contenu qui est rédigé, qui est préparé, qui est adapté à chaque type de public. Encore une fois, que ce soit des gens juste passionnés, intéressés par l'art, que des professionnels, des designers, des architectes, des gens qui vont avoir besoin de quelque chose de plus technique. Voilà. Pardon, tu peux répéter ta question? Non, je disais en fait, est-ce que ce sont les prospects qui viennent Oui. à toi en se disant, bah tiens, on veut bosser avec Agathe, on veut quelqu'un qui connaisse et qui puisse nous guider, ou est-ce que c'est toi qui vas les voir en proposant tes services? Alors, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai vraiment la chance, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu de l'art. Donc, j'ai quand même Mm. un réseau qui est assez étendu. Et même si c'est un domaine où le monde est petit, en fait, le monde professionnel est petit, mais qui s'étend entre la France, le Japon et l'étranger. Donc, j'ai la chance, finalement, que même en m'étant déplacée au Japon, mon réseau est resté le même, en fait. C'est juste agrandi. Donc, beaucoup de missions que je fais, ce ne sont que du réseau. C'est que des gens qui viennent me chercher parce que j'ai été recommandée, parce qu'ils ont vu mon contenu, que ça soit le contenu que je fais sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou en tant que journaliste, et où là, c'est du contenu qui est à destination des professionnels vraiment. Donc le réseau, c'est vraiment quelque chose de très important, et ça, c'est presque du réseau, je dirais, passif. C'est-à-dire Mm. que c'est à force de Mm. travailler que voilà, mon nom est diffusé. Mais après, il y a vraiment la prospection active. Et là, je pense que, en tout cas, moi, dans mon domaine, c'est ce qui fonctionne, c'est que je fais énormément de rendez-vous. Donc, je rencontre des gens à beaucoup d'événements dans le milieu de l'art, ou dans le milieu du tourisme parfois, ou dans d'autres sujets. Et on va boire un café. On va boire un café,
on se fait un rendez-vous, on fait une visite guidée ensemble, on fait un événement ensemble et on construit humainement un lien et on se comprend et on se rend compte qu'on a des synergies possibles, mais c'est beaucoup de temps. C'est Mm. beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je fais pas du tout, enfin très rarement, du cold emailing ou contacter des gens que je connais pas du tout Ouais. ou que personne peut me présenter. Ça, je le fais rarement parce que vraiment, mon travail, il est quand même basé sur l'humain. Donc, pour moi, c'est important quand même d'avoir un contact voilà, humain avec les gens qui se rendent compte voilà, qui voient la manière dont je travaille, la personne que je suis. Et je trouve que c'est ce qui donne généralement les meilleurs projets derrière. Voilà. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ce que je soulignais, c'est que tu as compris, entre guillemets, les codes du milieu de l'art Mm. et que tu t'es dit, bah tiens, en fait, je vais jouer le jeu de l'art, entre guillemets, en te disant, bah, parce que tu vois, je m'étais noté que finalement, tu crées pas tellement de contenu. Par exemple, sur LinkedIn, on ne voit pas. Mais parce que tu as compris que c'est pas forcément, ou alors peut-être tu me diras, mais tu t'es peut-être dit, ah, c'est pas forcément le levier ou le biais numéro un par lequel les personnes de l'art se documentent et se renseignent, mais c'est plutôt des revues, des magazines, un travail journalistique. Et donc, bah, c'est ce que tu as décidé de faire, plus la dimension réseau où tu sais que tu as compris que bah, c'était beaucoup d'humains, comme tu dis, c'est beaucoup de relationnel. Et donc, tu es vigilante à cultiver de manière intentionnelle ton réseau par des cafés. Et donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. En fait, il faut vraiment, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut il faut connaître son domaine, il faut connaître son milieu et ses codes. Et pour le connaître, il faut le Et il faut définir. le définir, ouais. Tu m'en parlais tout à Exactement. l'heure, mais tu disais que l'erreur un peu des freelances, c'est de vouloir parler à tout le monde et faire et bosser avec toutes les boîtes de la terre entière. Toi, tu t'es dit non, je vais avoir un écosystème, c'est l'art, et je vais construire une présence là-dedans, en Mm. fait. Tout à fait. En fait, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée que de se spécialiser. Moi, j'invite les freelances à réfléchir, à se dire, est-ce qu'ils ont un sujet passion qu'ils adorent sur lequel ils se renseignent dans leur temps libre et qui sont prêts comment dire, et qui sont intéressés à faire passer en premier et à se spécialiser là-dedans. Parce qu'il faut bien penser qu'une fois que ça passe de passion à travail, Mm. on n'a plus du tout le même rapport à ce. C'est plus un hobby, du coup, ça devient tous les jours, c'est son travail. Donc, c'est quand même autre chose. Mais moi, je trouve que c'est une force parce qu'on est passionné, on est animé. Donc, on adore ça. Donc, en fait, voilà, oui, c'est du travail, mais en fait, les gens que je rencontre maintenant, ça devient des amis depuis longtemps. Donc, quand on va à des événements ensemble, on est super content de se retrouver parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on a les mêmes passions, on a les mêmes codes. Mm. Donc, moi, je trouve que c'est bien comme ça d'avoir un domaine ou deux dans lesquels on se sent parfaitement en adéquation, en fait. Mince, j'ai perdu ce que Non, je et en voulais fait, dire. toi, ce que ça te permet de faire, c'est de, voilà, comme on disait, de comprendre les codes, de comprendre comment fonctionnent les gens, Mm. d'être identifié également, de construire ta présence. Et ce que je me suis noté, hein, c'est que tu es là-dedans depuis 10 ans. Mm. Donc Ouais. forcément, à un moment, quand tu parles d'un domaine régulièrement, quand tu rencontres des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, à la fin, en fait, tu es identifié, tu es reconnu. Si tu fais du bon travail, bah, les gens vont parler de toi et ils vont te recommander, quoi. Oui, tout à fait. Et puis en plus, encore une fois, quand tu choisis un domaine qui est de niche, forcément, ça vient réduire l'écosystème. Donc les noms circulent plus vite, Mm. le mot circule plus vite, la renommée. Alors, ça peut être aussi à double tranchant. Donc ça c'est aussi à savoir. Il faut redoubler voilà, de bienveillance et de faire attention. Mais notamment, là, voilà, je suis à Tokyo. Le milieu de l'art est un milieu encore plus petit que ce qu'on a en France, en Europe. Donc, moi, je fais très attention à construire des relations basées sur la confiance et à vraiment m'adapter à la culture japonaise, au code de communication ici, parce que moi, je construis sur le très long terme. Donc, j'ai envie que les gens me fassent confiance et qu'on fasse des super projets ensemble. Et pour revenir sur LinkedIn, en fait, de la même manière, voilà, il faut savoir où les gens sont et où nos cibles sont. Moi, j'ai des cibles quand même sur LinkedIn. J'ai des gens qui sont dessus. Donc, mais
on va dire que je poste quand j'ai plus de choses à dire. Donc j'ai tendance à plus poster quand on est dans une période d'événements un peu plus remplis. Donc, par exemple, au Japon, enfin, de manière un peu universelle, enfin mondiale, c'est septembre à décembre, c'est une période culturelle qui est beaucoup plus intense que janvier, février. Là, Mm. c'est un peu moins intense, enfin, côté Tokyo, on va dire. Donc, si je regarde mes posts de l'année dernière, j'ai beaucoup plus posté effectivement entre septembre et décembre. Là, effectivement, j'ai rien posté depuis je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai déjà eu des opportunités grâce à LinkedIn. Ok. LinkedIn et YouTube, les deux. YouTube. Ouais, Ouais. Est-ce que tu fais des vidéos aussi? tout à fait. Donc, dans la même motivation, le même but, cette même mission d'être Mm. de lien entre la création contemporaine et le public, j'ai monté une chaîne YouTube qui était aussi un peu pour me forcer à communiquer voilà, sur cette aventure entrepreneuriale au Japon. Donc, très vite, je me suis dit, OK, je vais voir ce que ça donne. Je démarre et puis on verra comment les vidéos vont se former au fur et à mesure. Donc, au tout début, c'était plus des vlogs. Voilà, je pars voir des expos, les gens viennent un peu avec moi. Et puis, au fur et à mesure, les vidéos sont devenues beaucoup plus construites. Et maintenant, c'est vraiment des vidéos qui sont voilà, à la croisée entre comment ça se passe au Japon, on découvre de l'art ensemble, j'explique un peu l'art que je découvre ici. Et donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à cette chaîne YouTube, de collaborer avec un musée au Japon pour faire une vidéo sur une de leurs expositions et aussi avec la préfecture de Kyoto. Donc ça, c'était quand même cool, sachant que j'ai même pas 1000 abonnés sur ma Ouais. chaîne. Donc ça montre vraiment aussi l'intérêt d'avoir Ouais. un sujet de niche. Oui, de toute façon, c'est évident, mais quand tu parles d'un sujet régulièrement, que c'est ta passion et que tu le fais avec le cœur et que tu le fais souvent et assez Mm. longtemps, à un moment, des gens vont être attirés par ça et à un moment, tu vas avoir des opportunités qui vont venir sous la forme d'invitation, sous la forme de Mm. mission, sous la forme de réseau. Et tout ça, ben, sur 10 ans, ça crée une boule de neige qui fait que tu t'installes dans l'écosystème, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant aussi de faire des tests et de voir quelle est la plateforme qu'on Ouais. aime. Voilà, moi, j'ai démarré par des blogs il y a hyper longtemps. Enfin, un premier blog, puis un deuxième, puis voilà. Maintenant, c'est des vidéos. Je sais pas combien de temps les vidéos, je continuerai à en faire, mais c'est aussi, ça m'amuse de le faire. Voilà, je suis pas la plus disciplinée en termes de production de contenu. Là, vraiment, j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Parce que je privilégie forcément les projets qui arrivent au fur et à mesure plutôt que les vidéos. Mais je continue de le faire et je trouve que c'est aussi un outlet, voilà, une forme d'expression, Mm. de créativité. Je fais une petite pause de 30 secondes dans ton épisode. Est-ce que ça t'arrive parfois d'accepter des missions pas folles juste pour payer les factures? Est-ce que tu sais qu'il faut prospecter, créer du contenu, te positionner, structurer ton activité, mais que tu repousses sans cesse? Et est-ce que tu as l'impression de devoir repartir de zéro chaque mois et de gravir une montagne qui te semble insurmontable pour ton business de freelance? Si oui, c'est certainement que tu es bloqué actuellement dans ce que j'appelle le mode freelance bricoleur. Et j'ai justement enregistré un workshop gratuit dans lequel je t'explique pourquoi la majorité des freelances restent bloqués dans le mode bricoleur, les 4 fondations invisibles qui font la différence et qui vont te permettre de construire une activité solide et rentable, et enfin comment passer concrètement du mode bricoleur au mode professionnel. Je t'ai mis le lien en description de l'épisode. Fin de la parenthèse, on reprend l'épisode. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu vends exactement comme type de service et comment ça se répartit entre tes différentes activités? Tu en as dit un mot, tu as plusieurs choses. Voilà, tes principales sources de revenus, comment tu les décomposes? Alors, donc, voilà, moi j'ai vraiment ce pied entre ces 3 domaines. Enfin, oui, ces 3 domaines. C'est le milieu de l'art, le milieu du tourisme culturel et le consulting, on va dire, si je dois en faire 3, mais en fait, c'est 3 cercles concentriques. Donc, ça passe par, sur le terrain, des visites guidées, des itinéraires sur mesure pour aussi bien des amateurs que des professionnels, où vraiment, ça va être des accès exclusifs aussi. C'est-à-dire que selon les groupes que je reçois, grâce à ce réseau que je construis,
Pour des professionnels, je vais organiser des rencontres avec des designers. Je vais organiser des déjeuners privés dans des galeries, des visites de lieux qui sont fermés. Mais pour des gens qui ne sont pas forcément professionnels aussi, ça va être des visites d'architecture dans Tokyo ou des visites dans des galeries pour justement leur donner des intérêts, enfin leur montrer comment ça se passe, la création ici. Ça permet de montrer un autre Japon qui est peut-être moins connu. Voilà, on connaît beaucoup la culture populaire, voilà, les animés, les mangas. Et en fait, moi, l'idée, c'est un peu de montrer cette même création contemporaine d'aujourd'hui, mais côté art visuel, côté design, céramique, peinture, sculpture, performance, etc. Et donc, les autres voilà, services, on va dire, ça va être plutôt du consulting, et où là, ça va être pour les professionnels de la culture qui n'ont pas forcément aussi cette perspective. Comme je disais tout à l'heure, ça va être de faire des audits, ça va être de les accompagner dans comment ils peuvent se repositionner et comment ils peuvent toucher les publics qu'ils veulent toucher. Donc, ça va être de la refonte de sites internet, mais aussi de la création de plans éditoriaux sur leur réseau, ou tout simplement des séries de contenus, type articles ou vidéos sur des grands événements ou des thématiques, des projets sur lesquels ils travaillent actuellement. Ok. Voilà. Tes clients, ils sont basés au Japon, ils sont basés en France. Comment ça se répartit Partout. partout? Ouais. Ils sont basés partout. J'ai des clients au Japon, donc avec qui, donc des structures plutôt culturelles, artistiques, avec qui, ou dans le tourisme, avec qui je suis très contente de travailler depuis maintenant quelques années. Et sinon, j'ai aussi des clients basés à l'étranger. Voilà, par exemple, j'ai une marque qui va me contacter parce qu'ils ont un groupe de designers, ils viennent et ils veulent que je les accompagne pour créer un itinéraire, pardon, pour créer un itinéraire et pour les emmener chercher, trouver l'inspiration pour leur prochaine collection. Et ils ont besoin de quelqu'un qui va avoir une vue un peu transdisciplinaire, mais aussi avoir... moi, j'ai un intérêt personnel, tout ce qui est un peu business, stratégique. J'aime beaucoup accompagner, par exemple, des architectes et des designers dans des espaces commerciaux retail, dans des boutiques, pour comprendre comment on travaille dans l'espace dans le Japon. Donc, il y a toujours cette dualité design, parfois commerce, que je trouve intéressante. Et après, pour les gens qui viennent plutôt du milieu artistique, on parle aussi marché de l'art, place de Tokyo dans le marché de l'art asiatique, dans le marché de l'art mondial, comment fonctionne le marché ici, comment fonctionne le milieu de l'art ici, quelles sont les similitudes, les différences, voilà, un peu tout ça. Et donc, en fait, ils viennent vraiment chercher ton profil spécifique que tu as construit à la croisée entre plein de disciplines, plein de géographies. C'est ce qui fait que tu as un profil unique, différenciant et que les gens viennent te voir et qui veulent bosser avec toi spécifiquement. Exactement. Et j'essaye toujours aussi de... Voilà, j'ai pas la science infuse, donc c'est hyper important, et ça, je pense pour tout le monde, de se former continuellement, d'avoir une veille importante et de toujours aller à la rencontre de nouvelles personnes et de construire toujours des relations avec les acteurs locaux et internationaux. Donc, moi, je passe beaucoup de temps ici à Tokyo à le faire, mais je voyage aussi. Donc, l'année dernière, j'étais à la semaine d'ouverture des rencontres d'art là, en France, voilà, qui est un lieu très important, un événement important pour la photographie. Et quelques mois avant, j'étais à Hong Kong pour Art Basel, qui est une des plus grosses foires d'art contemporain dans le monde. Constamment en mouvement. On essaye. On essaye. Je voulais te demander aussi, sur le document, tu m'as écrit un truc intéressant, c'était... je t'ai demandé, est-ce qu'il y a des croyances que tu as dû déconstruire pour réussir, et tu m'as dit dédiaboliser la vente. Tout à fait. Ça a été un peu... Quel a été ton cheminement avec la vente? D'ailleurs, j'ai noté que tout à l'heure, tu
t'as dit vente et t'as Ouais. dit ah non en fait c'est pas vraiment de la vente, c'est plutôt donner envie. Ben, en fait, c'est ce que moi, ça m'aurait, il y a quelques années, ça m'aurait fait sursauter ce terme de vendre visite. Ouais. Parce que justement, j'avais cette image de la vente voilà, un peu diabolisée, commerciale et tout. Et bon, je viens quand même du milieu voilà, de la culture. Donc, il y a un peu cette dualité, toujours l'accessibilité. Enfin, c'est ces deux idées qui s'entrechoquent, c'est l'accessibilité à la culture et le marché de l'art, l'aspect un peu commercial. Euh, et j'ai fait un travail sur moi vraiment pour réaliser que bah, c'est pas juste vendre mes services. Et en fait, j'ai des personnes en face de moi qui ont un besoin, qui ont un, comment on dit, un pain point. Et moi, je viens euh, leur résoudre ce problème. Je viens résoudre ce problème. Mon service vient les aider, vient leur rendre service. Donc, c'est pas quelque chose de mal. Je dérange personne en envoyant un email, en faisant une proposition commerciale, en présentant un service, en faisant un pitch, parce que mon service peut aider quelqu'un. Donc j'ai dû travailler un peu là-dessus. J'ai eu de la chance. J'ai fait un programme, une sorte de programme d'incubation. Et une des formatrices est quelqu'un qui fait de la formation en vente et m'a beaucoup Elle aidée s'est mis des coups de pied aux là-dessus. fesses. Ouais, elle avec beaucoup de pédagogie, de douceur. Elle me disait, on se mettait en situation, on faisait des scénarios. Et voilà, elle me disait, bah, regarde, là, comment ça se passe, comment tu défends ton produit et comment tu réponds à la personne. Et tu as le droit d'être là, tu as le droit de défendre ton produit, tu as le droit de vendre. C'est chacun à sa place et à légitimité à. Donc voilà. Et est-ce qu'à un moment tu t'es rendu compte que c'était un frein pour toi et tu te dis ah il faut que je bosse dessus, ou c'était plus a posteriori tu t'es rendu compte que ça te freinait et que tu as été amené à le travailler et finalement tu sens qu'aujourd'hui c'était bénéfique? En fait, je me suis rendu compte que je le faisais déjà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va en entretien d'embauche, on se vend. Bien sûr. C'est juste que parce qu'on se dit ah j'ai répondu à une offre, j'ai été sélectionné, là j'ai le droit. Oui. Mais en fait, on est tout le temps en train de se vendre. Donc j'ai dû, c'est plus, j'ai un peu recadré. J'ai pris du recul et je me suis dit mais en fait, je le fais déjà sans m'en rendre compte. Donc c'est plutôt j'ai eu une prise de conscience de me dire ah mais en fait euh, je m'empêchais pas de le faire puisque je le faisais, mais sans m'en rendre compte. Donc plutôt, je le fais maintenant de manière, depuis quelques années, maintenant, je le fais de manière plus décomplexée et sans pour autant, voilà, être dans un discours commercial Bien sûr, permanent. ouais. Mais je le fais de manière beaucoup plus détendue, quoi. Ouais, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est ne pas s'excuser de vouloir vivre de son activité. Exactement, exactement. T'es là pour vendre des services, peut-être que l'autre le veut, peut-être qu'il le veut pas, et dans tous les cas, c'est fine, c'est ok, et je fais des propositions, et comme tu dis, je dérange personne, Ouais, complètement. et ok. Je voulais te demander aussi, est-ce que c'est simple de voyager, de changer de culture, de vivre à l'étranger, tout et en même temps créer un business? Tu vois, c'est déjà chaque élément est déjà challenger en soi, et tu vas créer un business en France chez toi, c'est déjà difficile. Alors créer un business chez toi, enfin créer un business depuis Tokyo, depuis Hong Kong ou autre, c'est encore plus compliqué. Donc comment tu le vis ça? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que tu t'as pris le rythme? Comment tu le vis? C'est tellement, c'est tellement personnel. Enfin, c'est vraiment l'expérience est différente pour chacun. En fait, moi déjà, je me suis lancée dans l'art. Donc l'art, c'est pas tout le monde qui dit c'est super, tu vas trouver un travail. C'est safe comme domaine. Donc je savais que je me lançais quand j'ai choisi ma voie. Je savais que je me lançais dans quelque chose de compliqué, mais de toute manière, il faut essayer. C'est-à-dire, il faut pas avoir de regrets. Il faut tenter si on peut. Il faut essayer quoi. En France. J'ai pu tester voilà, les contrats, le salariat, travailler en entreprise. Et en fait, par opportunité, j'ai pu tester le freelancing. Et je me suis dit, mais en fait, les opportunités se font au fur et à mesure. Les gens viennent me chercher. Donc, il y a forcément un besoin qui est là. Je réponds à un besoin. Je fais voilà, du bon travail. Donc, pourquoi arrêter et pourquoi pas continuer d'essayer, en fait. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que il y a ce truc de le faire à l'étranger peut être un peu
déstabilisant, mais encore une fois, le milieu de l'art, c'est un milieu particulier où quand même, c'est un milieu qui est très international et où finalement, le fait d'être à Paris ou à Tokyo ou dans d'autres villes, euh, pour moi, ça devient un peu secondaire dans ce que je propose en termes de service. Euh, voilà, il faut se jeter à l'eau. Alors après, je l'ai fait dans des conditions assez, comment dire, euh, quand je me suis relancée, donc en France, j'étais pas dans un besoin financier. Je me suis lancée, j'étais déjà j'étais sereine financièrement parce que j'avais un petit peu de sous de côté, j'avais prévu mon coup en Ok, fait. ouais. Et pareil, quand j'ai fait ce passage au Japon, donc j'ai continué à travailler entre la France et le Japon à distance pendant toute la durée du Covid. Et quand j'ai eu envie de lancer ce nouveau projet où c'était voilà croisé art, consulting et tourisme culturel, pareil, j'avais aussi un peu de sous-côté qui me permettait de prendre le temps de faire mon étude de marché, de commencer à construire mes services, etc. Et je pense que il vaut mieux faire comme ça. Oui. Mais ce que je note aussi, c'est que, tu sais, il y a un truc de plus tu t'habitues tôt, je pense, à oser faire des choix risqués, Oui, et plus en fait ça devient ta norme et plus oui, tu le vis complètement. facilement. Oui, oui, Parce oui. qu'à l'inverse, tu vois, si tu te dis toute ta vie, tu as suivi un chemin tracé et à 45 ans, tu te dis, oh là, il faut que je change, là, ton changement, il est terrifiant. Ouais, T'as pas été terrifiant. habitué. Ouais, ouais, Donc toi, complètement. t'as eu plein de petites doses Mm. de sortie de zone de confort qui fait que maintenant, en fait, tu deviens à l'aise en fait avec ça. Oui, Même après, si c'est jamais, enfin, c'est pas toujours facile non plus, oui, oui, j'imagine, oui. quoi. Oui, c'est jamais toujours facile. Après, il y a toujours des moments. Le syndrome de l'imposteur n'est jamais très loin, toujours. Hein. Même après 10 ans dans l'art, Même tu te après dis 10 toujours, ans, le syndrome est toujours là. Euh, et, euh, et aussi l'incertitude. Mais ça, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de m'entourer. C'est d'avoir vraiment des gens sur. J'ai la chance vraiment à Tokyo d'avoir beaucoup d'amis qui sont adorables et on se soutient. Et j'ai des amis dans le milieu de l'art qui sont freelance ou qui travaillent, mais on, on se comprend, on vit des choses similaires et on se soutient. Et j'ai des amis aussi. J'ai la chance d'être bénévole dans une association voilà, de femmes francophones que tu connais, donc FAGE. Et on, on- on partage voilà, des questionnements sur l'entrepreneuriat, sur développer sa carrière au Japon, sur vivre entre plusieurs pays. Et hmm. on échange beaucoup et on soutient beaucoup. Et c'est super. Et ça en fait, bah, dès que tu as un coup de blues, le fait d'avoir quelqu'un en 2 secondes, t'envoies un petit message dans le groupe ou tu vas boire un café et après, ça va beaucoup mieux. Je me suis noté aussi une petite question un peu provoque, mais est-ce que c'est le rêve tous les jours de vivre à Tokyo et au Japon? Parce que Euh, tu sais, de France, on peut vite idéaliser oui, tout ce qui n'est pas français et à bien l'inverse, sûr. critiquer injustement tout ce qui est français. Donc, bah, j'imagine qu'il y a aussi plein d'aspects négatifs à Bien être au sûr. Japon, mais ouais, comment tu... euh, ouais, est-ce que c'est le rêve tous les jours et est-ce que toi, tu te projettes encore ici dans la durée? Alors, pour le moment, c'est encore le rêve tous les jours. Moi, je suis encore très contente d'être ici. Après, je suis très lucide. Voilà, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec le fait d'avoir des expériences dans plein de pays, enfin, dans plein de pays. Bon, c'est mon 4e pays, mais c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas d'endroit idéal. Mm. Mais par contre, je suis persuadée qu'il y a des timings idéaux, en fait. C'est que bah, moi, aujourd'hui, le Japon, c'est là où je me sens bien. Aujourd'hui, voilà, à cet instant de ma vie professionnelle, personnelle. Mais peut-être que dans 10 ans, bon, j'aurais envie de tester une nouvelle destination, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis très contente. Et je garde un esprit lucide parce que aussi, je trouve que c'est important pour mes clients, quand je reçois les gens ici, de pas leur donner une version complètement lissée parce que c'est faux, parce que c'est pas ce qui les intéresse. Souvent, les gens qui sont intéressés par mes visites et par mes services, c'est des gens qui veulent justement quelque chose d'authentique, de concret, qui va certes les dépayser par le contenu, mais leur apporter une réponse de quelqu'un qui vit dans le milieu de l'art ici, qui connaît les enjeux ici, qui connaît les difficultés de la vie de manière générale aussi au Japon et dans le milieu de l'art.
Toi qui commence à avoir du recul à la fois sur le milieu, la culture, on va dire, française et japonaise, si on parle du travail spécifiquement, euh, quels sont les bons côtés de la France et les bons côtés du Japon dans leur rapport au travail? J'imagine que c'est pas du tout les mêmes, Ouais, enfin, que c'est très différent. c'est très différent. Alors, Et après, on parlera des mauvais côtés. ah ok, d'accord. Les bons côtés D'abord, les bons côtés. Les bons côtés. Personne négocie mes tarifs au Japon. Ah ouais, ok. Parce qu'ils osent pas. Je sais pas, ça se fait pas vraiment. C'est vrai que les gens aiment pas dire non au Japon. Les gens aiment pas dire non au Japon, mais en fait, alors après, je m'envoie des fleurs à moi-même. C'est peut-être aussi que mes prix sont très bien définis Ou pas assez cher. ou pas assez chers, peut-être. Non, il y a plutôt. Bon, on va les négocier entre guillemets. Ça va pas être de la négociation, ça va être plutôt on va enlever des options. Donc il y a quand même une partie un peu négociation, mais je vais pas avoir. C'est culturel, je pense. Je vais pas avoir tu peux descendre de 100 €, tu peux descendre de temps, tu peux faire 5%, tu peux faire 10%. Est-ce que tu as plus avec des clients français? Ah oui, oui, oui. Est-ce que j'ai plus avec des clients français mais chacun, comment dire, chacun voit ce rapport commercial différemment et je pense que pour d'autres gens, c'est tout à fait normal de négocier. Donc c'est chacun, entre guillemets, voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que ben, de savoir qu'il y a moins cette danse quand même, ça enlève un peu de charge mentale, un peu par rapport à ça. Ça me dérange pas, les questions d'argent avec les clients, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais par contre qu'il y a des freelances et des gens de manière générale qui sont très mal à l'aise avec les questions de prix, justement, les devis, les allers-retours et tout. Donc peut-être qu'ils seraient plus à l'aise au Japon, par exemple. Donc je dirais ça. Et puis aussi, vraiment, quand il y a un truc qui est dit, quand il y a un truc qui est marqué, c'est dans les mails, c'est écrit, c'est comme ça se fait. Il n'y a pas de on revient sur la parole, il n'y a pas de les choses se font en temps et en heure. C'est très carré. Donc pour certains, ça peut être trop strict. Mais, moi, j'aime ce côté. Peut-être c'est mon côté un peu très carré du coup, mais moi j'aime l'idée que on a rendez-vous à telle heure, on va faire telle réunion, on va parler de ça, voilà l'ordre du jour et ça va se passer comme ça. Ok, ça sera comme ça. Après, encore une fois, moi je travaille dans l'art, donc c'est un milieu encore particulier. Je ne travaille pas dans une corporation, je suis pas salary woman, donc c'est un milieu qui est quand même beaucoup plus internationalisé, beaucoup plus détendu quand même aussi. Et les bons côtés de la culture française, toi qui as un peu de recul maintenant, j'imagine. Professionnel, ouais. tu veux dire? Ouais. Je les ai pas perdus, je les ai ici parce que j'ai quand même aussi pas mal de collaborateurs, collègues français, parce qu'on est beaucoup de Français ici, quand même. Finalement, les bons côtés sont aussi des choses qui sont plus internationales, c'est-à-dire que le lien social, le milieu de l'art, encore une fois, c'est un milieu où les gens, voilà, la frontière travail-amitié, lien social, elle est un peu plus floue. Donc, les gens, on va boire des coups ensemble, on se voit les week-ends. Donc, c'est très. Pas tout le monde, bien sûr, mais c'est assez chill, quoi. Tu peux devenir ami avec tes collègues. Oui, alors, dans mon cas, oui. Complètement. Moi, j'ai des amis. Au début, on s'est rencontrés vraiment dans des conditions très professionnelles et c'est devenu des amis. Et le pire de la culture au Japon, au niveau pro? C'est le détournement de la réponse. C'est que et attention, c'est pas une critique de ma part, c'est plutôt vraiment, il faut le savoir, c'est que voilà, il y aura pas forcément de non clair et net. C'est que le non sera dit de manière détournée. Ça pourra prendre plusieurs emails ou plusieurs non-réponses. Mais je pense que c'est voilà, dans toutes les cultures, il faut apprendre il faut se renseigner, il faut se former et il faut partir du principe qu'il y aura des choses qui sont différentes. Donc, en fait, plus on part en amont avec cette mentalité-là, plus on aura les réflexes de se dire « Ah, ok, j'ai reçu cet email.
est-ce que... Alors, je donne un exemple. Je reçois un email et je me dis, oh, l'email, il est un peu dur ou il est un peu mal poli ou je sais pas, trop sec. Et en fait, direct, j'ai une émotion négative et je me dis, ok, attends, prends 2 secondes, ferme ton ordi, fais autre chose et relis ton email, mais avec un regard voilà, avec un regard différent. Et là, tu réalises, ah non, il n'est pas froid finalement, il est dans les codes. C'est moi qui l'ai lu avec les codes de ma culture. Donc, on répond pas de suite, on prend un moment et on réfléchit à comment répondre pour aller dans le sens de la personne. En tout cas, quand même pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre en répondant à ce mail, mais en se soumettant au code de cette culture parce que on vit et on travaille maintenant dans cette culture. Est-ce que tu as un conseil pour des personnes qui aimeraient s'expatrier ou s'émigrer? Ça, on dit s'émigrer ou s'émigrer? S'émigrer. S'émigrer. Émigrer, c'est quand tu vas, émigrer, c'est quand tu viens. Enfin, c'est du point de vue de celui qui vient. Comme ça. Oui, c'est ça. T'as des conseils pour les gens qui veulent partir à l'étranger, avoir une expérience comme la tienne? Moi, je trouve que il faut le faire. Enfin, moi, je pense que on devrait tous le faire en fait. Dans pas mal de pays anglo-saxons, ils ont la gap year. Après, je crois, c'est après le lycée. En France, bon, pour ceux qui font les études, il y a Erasmus. Mais je pense que c'est vraiment hyper... Pour moi, il y a 2 choses qu'il faut faire. C'est au moins une fois dans sa vie, c'est une expérience à l'étranger et du bénévolat. Et ça, vraiment, c'est humainement, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur soi-même, sur ce qu'on veut de la vie. Donc, moi, j'encourage tout le monde à le faire. Et on n'a pas besoin de partir dans un pays dont on parle la langue. Hein. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, partir dans un pays, je parlais pas la langue, je lisais pas l'alphabet. Et en fait, ça force à regarder autour de soi, à écouter d'une autre manière et à communiquer d'une autre manière. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la voix, c'est une manière de communiquer, mais il y en a tellement d'autres, en fait. Il y a les micro-expressions, il y a les mains. Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Il y a le silence. Le Japon, c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le silence. Donc, c'est une aventure humaine voilà, incroyable. Donc, pour ceux qui ont la possibilité, au Japon, il y a beaucoup de jeunes qui font des PVT. C'est quand même une bonne entrée pour voyager. Voilà. Ouais, et puis... je trouve que ça t'ouvre tellement les chakras et l'esprit sur d'autres manières de penser, de voir le monde, que t'as pas du tout quand t'es dans ton prisme, dans ton moule franco-français, où en fait t'as les problèmes français, t'as la vision du monde française, et juste voir la carte d'un point de vue japonais, en fait ça change déjà tout ton rapport au monde et à plein de choses, donc super intéressant. Dernière question pour toi, une question que j'aime bien poser. Comment t'expliques que tu dures depuis maintenant quasiment 10 ans? C'est quoi ta force? T'arrives à mettre le doigt sur l'ingrédient qui fait que voilà, t'arrives à t'installer, que t'arrives à durer? Je pense que c'est ce dont on a parlé un peu le fil rouge, c'est que c'est la passion pour l'art. La première chose, c'est que vraiment, je me vois pas faire autre chose, travailler dans un autre domaine. Donc, c'est vraiment cette passion voilà, pour la création. Et le deuxième, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain, c'est que, voilà, moi, ça s'entend pas du tout, j'aime pas parler. J'adore échanger avec les gens, j'adore apprendre des gens. Donc, moi, vraiment, c'est quelque chose qui me motive et qui me fait tenir sur toutes ces années à travers tous ces projets que j'ai faits. Et aussi dans l'écriture, parce que l'écriture, moi, j'adore me dire que même via l'écriture, je peux être un lien entre un message, une situation et un lecteur et venir lui apporter une analyse, un angle de vue, des ressources. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Agathe. Je mettrai les liens de ton agence, de ton profil LinkedIn pour ceux qui veulent. Ton compte Insta aussi peut-être pour ceux qui veulent aussi, aller voir en description et qui sont curieux de voir ce que tu fais avec le Japon. Ok, merci beaucoup.